Cependant, un énigmatique feu follet répétait « Pourquoi pas ?» et « Peut-être ?» Bref, désignait le chemin, espérait. C'était elle. Elle chutait, se relevait aussitôt, elle fléchissait, sans rompre, et ses larmes séchaient vite. Elle échappait à ses souffrances. Il était tard pour l'aider, armer sa volonté. Trop tard pour vouloir. Tandis que je bravais le danger, penché au-dessus du ravin de la mort, un pis-aller, celui des morts, enraya mon vertige. Il répara les regrets, dénuda les souvenirs, répandit un parfum de tendresse. Au loin nous nous retrouverons, sur le fleuve céleste. Je glissais sous enveloppe le poème et l'adressais au palais du ciel. Jiang le posterait lui-même, afin d'endormir les soupçons. Les postiers oblitéreraient un joli timbre. Ils chercheraient Maman Hong et la trouveraient à coup sûr. Bref, leur métier leur apprenait la débrouille. Au pire, ils mentionneraient « N'habite pas à l'adresse indiquée. Il n'existe qu'un palais là-haut. » Telle fut mon issue possible. La lettre signifiait ceci. La fin de l'amour maternel me vouait, non au néant, mais à l'infini. De la montagne des regrets coulerait une cascade d'espérance. Il était temps de se baigner à l'eau froide, de se fustiger le corps, d'ameublir ce chagrin, ébranler ses souvenirs, détruire ces murailles de tristesse. Il était temps de vivre et d'aimer. Du ciel, sous la nuit noire, Maman Hong guidait ma barque entre les crêtes des vagues. Sous le vent, en mer, un zeste de conscience me préservait. Il faudrait se ressaisir, car elle n'eut guère approuvé mon agonie. Bientôt les larmes ne couleraient plus. Un rayon de soleil transperça la fenêtre, le rayon occupa un moment ma chambre, et sembla l'agrandir. Une allée traversait un jardin de roses, et conduisait à la maison où séjournait Maman Hong. Les roses répandaient un baume merveilleux. De mystérieux jardiniers ratissaient des allées semblables à celles des parcs de Harbin. La maison se trouvait là, près du pied de mon lit, mystérieuse à l'image de ce ciel dont je ne savais rien. L'on n'embrasse pas, hélas, un rayon de soleil. Grand 7. Du perroquet de Tsin. Le perroquet de Tsin vient des pays du Sud. Il a le plumage vert et noir, col tacheté de rouge, oreilles fines, cœur subtil et langue fort habile. Il connaît le parler de l'homme et celui des oiseaux. Le perroquet de Tsin. Po Kiu Yi. 1. Pendant sa maladie, nous jugions néfaste de laisser parler Maman Hong. Cela l'aurait épuisée, elle remuait légèrement la tête en signe de dénégation. « Détrompez-vous. Cela me fait oublier mes douleurs et mes souffrances. » D'ailleurs, quand nous lui demandions ce que nous pouvions faire, elle apportait la même réponse. « Rien. Bavardez avec moi, c'est tout. » Lors de l'un de ces répits qu'autorise le mieux de la faim, elle avait évoqué la disparition de Gong. Évidemment, nous brûlions d'en éclaircir les circonstances. Ce que nous attendions se manifestait, tard, au chevet d'une alité qui avait la volonté de s'exprimer, fût-ce péniblement, entre deux cuillerées d'eau sucrée. Le drame opposait Chinois et Soviétiques. Quiconque vivait au nord de la Chine le savait bien. C'était loin d'être le premier du genre. Nos livres scolaires décrivaient ces péripéties. Elles concouraient à dépeindre les maux et les perversions séculaires des Russes. Elles déchaînaient en nous une aversion sans pareille, une franche défiance à l'endroit du voisin du Nord. À travers les siècles, les deux géants n'avaient guère cessé de se défier. On s'y habituait de chaque côté de la frontière. Les deux frères socialistes se regardaient en chiens de faïence. Les rares civils qui mettaient les pieds au cœur des forêts sibériennes risquaient de s'y perdre, corps et biens. Voilà ce que nous savions.
Gong, semble-t-il, combattait au sein d'un détachement de 300 hommes. Il préparait une embuscade de nuit, un piège tendu à des gardes frontières ennemis. L'escarmouche éclata, les Chinois abattirent sans sommation un lieutenant russe venu négocier. Les soviétiques ripostèrent à grands assauts de chars, perdant un colonel russe et son équipage à la suite de l'explosion d'une mine chinoise. Inférieurs en nombre et en armement, ils se replièrent au nord d'une rivière avant de riposter, au moyen d'un bombardement suivi d'un assaut terrestre. Ils devaient précipiter leur succès. La Chine défaite avait échoué à obtenir un nouveau tracé des frontières et comptait ses morts. Des centaines de morts. Des centaines de gongs. D'ordinaire, la disparition d'un soldat de l'armée populaire valait au plus une note confidentielle diffusée au cercle du pouvoir. Ceux-ci, enclins à étouffer ses affaires, les classaient ou bien les remettaient à qui de droit selon leur bon vouloir. On en serait resté là. Si un frère d'armes, revenu du front, n'en avait fait récit à Hong. Notre mère s'en ouvrit à mon bon parrain, qui connaissait la nouvelle. Les personnages haut placés savaient tout avant les gens du peuple. Cela servait à cela, être haut placé. Su Shun confirma les faits. Voilà ce que Hong de son lit révéla sous le sceau du secret. Se livrer l'apaisait, atténuait ses remords. Une telle franchise n'annonçait rien de bon. En l'absence de mes sœurs, la malade s'ouvrait à moi, tandis que Ying et Yan conserveraient le nom de Gong, le soldat tombé au champ d'honneur. Je porterai dorénavant son nom de jeune fille. Un nom distinct du patronyme partagé auparavant avec mes deux sœurs aînées. Un mystère chassait l'autre. D'habitude, chacun s'efforçant d'être bien vu, les gens modifiaient les noms de famille des enfants afin de les éloigner de tel père de mauvaise conduite ou de tel oncle envoyé de force dans les camps. J'affichais la fierté de porter le nom de Gong. Il s'était sacrifié pour le pays. À quoi bon cette farce? Cette salissure m'était étrangère. Aucune envie ne m'avait prise de croire l'inverse de ce que maman soutenait. J'étais bien la fille du brave soldat Gong, tombé au champ d'honneur de la nation, la petite sœur, même père, même mère que mes aînés. D'ailleurs, le voisinage, de la vague relation aux ennemis intimes, s'accordait là-dessus. Mes sœurs et moi étions comme trois gouttes d'eau taillées lancées, pommettes hautes des filles de Mandchourie, petit nez évasé. Un détail nous distinguait. Ying et Yan affichaient une moue renfrognée, assez semblable à celle de Gong. Moins crispée, j'illuminais mes traits d'un sourire à l'image d'un papillon blanc virevoltant au-dessus d'un jardin. Voilà la seule différence. Ainsi je ne saisissais guère le sens de cette étrange décision. Maman Hong présentait une telle faiblesse. Je ne pus, hélas, l'interroger davantage. 2. Peu avant sa mort, Hong livra un autre secret. Un secret d'alcôve. C'est bien le cas de le dire, sa relation avec Su Shun. J'en savais ce qu'en disaient les commères. Elle ne s'en était jamais ouverte à personne. Se plaindre au bureau de police aurait à coup sûr mal fini. Les affaires de ce genre suivaient un déroulement identique. Les policiers, de vrais professionnels ceux-là, connaissaient leur métier, avachis derrière des bureaux, des types goguenards, képis renversés en arrière du crâne, traitaient les femmes d'aguicheuses et tant qu'à dire de moins que rien. À les croire, elles ne cessaient de cligner de l'œil aux hommes et à mouiller leurs lèvres de leur langue. En face de limier de cette trempe, moins prompt à réprimer qu'un percepteur en face d'un contribuable pincé, Hong s'en doutait, le dossier serait classé sans suite. Elle le savait bien, la mâchoire du candidaton se refermerait. Sa puissance la broierait, comme celle exercée contre une camarade radiée du parti pour faute lourde.
Alors elle emprunta l'issue possible. Se taire, subir en silence, sauf maintenant devant moi. Ainsi, le narrateur, à ses heures de contes et de légendes, était l'auteur de mes jours. Coup de tonnerre, j'étais la fille de Souchoun, et non pas celle du brave sous-lieutenant Gong. Avoir pour père, véritable père, le gouverneur militaire de la ville, encombrait d'un carcan ma tête, mes bras et mes jambes. Le sceau du déshonneur frappait désormais ma naissance. Le printemps neuf des révolutionnaires en vareuse ne corrigeait en rien les préjugés ancestraux. Le supplice de ma naissance illégitime perdurerait, telle cette mort lente, infligée des heures durant, à coups de canif portés dans les chairs, aux condamnés d'autrefois. Il serait tenace. Imprudence ou dépit, Ying et Yan se confièrent aussitôt à d'honnêtes gens. La médisance encercla le quartier à la vitesse de l'éclair, déchirant les minces feuillets du mystère, du moins ce qu'il en restait, car la souillure de la calomnie avait déjà accompli d'elle-même son œuvre. 3. Tel un violent vent d'hiver, la rumeur enfla. Pauvre femme! Dire qu'elle se montrait incapable de joindre les deux bouts et devait échanger son corps contre des espèces sonnantes et trébuchantes. La mort de Hong n'adoucit en rien ces ravages. Mes camarades appliquaient à la lettre les bons principes. Louer le président Mao Zedong, respecter ses parents, éviter tel écart de conduite. Les poèmes d'amour qu'elle déclamait sous mon nez décrivaient des belles attendant sous les étoiles de sémillants jeunes gens. Il les emmenait au 7e ciel, les épousait en pleine lumière, puis elles enfantaient. Nos voisines attendaient leur heure. Dès qu'elles m'apercevaient, elles me saluaient. Une courbette de théâtre annonçait l'entrée en scène de cette bande de marionnettes. Le début de pantomimes grotesques, dotées, désagréments supplémentaires, d'un ricanement sardonique. Je tentais de les remettre à leur place, les priais de se mêler de leurs oignons, mais ces bonnes âmes usaient du même refrain. C'était pour mon bien. Mon bien? L'argument leur permettait de s'agripper à la roche du mal. Mon bien? Ah bon? À l'évidence, elles s'en moquaient. Mes ripostes rataient leur cible, j'encaissais ces révélations, le corps droit au garde-à-vous. Elles faisaient plus de mal que les gifles en pleine figure reçues de la main des instituteurs. Il n'y a pas de mal à dire le vrai, ha ha. Couper ces langues de vipères était vain. Il fallait plus qu'une gamine pour lasser ces maudites. Entre deux ricanements, elle jouait une comédie, celle du silence poli, du maintien modeste, des mains jointes, de gentilles filles en somme. Le mimodrame avait pour décor la 2e maison d'hôtes du comité municipal révolutionnaire. Au fond du hall, Souchoun, l'homme d'armes, esquissait un signe en direction de Hong, un claquement du pouce contre le 3e doigt. Personne sauf elle ne le remarquait, elle obéissait, au cas où il commanderait un autre vers. Détourner le regard, ignorer le claquement serait source d'ennui. De l'air hautain propre aux gens de pouvoir, il murmurait une confidence à l'oreille de la gouvernante. Il venait fixer le prix, la date, le lieu des prochains ébats. Ah ah! Ce personnage puissant, individu désinvolte et fort de ses droits, obtenait gain de cause. Un fantasme lui avait traversé la tête. Faire de maman sa maîtresse. Jolie maîtresse, ha ha! Les ébats avaient lieu à des heures précises, elles convenaient à son emploi du temps de chef d'état-major, un repos du guerrier, la trêve d'un tigre capable de rentrer ses griffes, de se muer en gros chat. En échange de ses faveurs, elle recevait aide et assistance. Brave Souchoun, ricanaient les Péronnelles. Il se tenait mieux que ces loups
qui abusent des femmes et les dénoncent à la police dès qu'elles s'opposent à l'assouvissement de leurs fantasmes. Ha ha! Ces comédiennes s'arrêteraient-elles à la fin? Les sourires des commères n'évoquaient en rien la grâce des papillons blancs. De leur air féroce, elles regardaient de biais. Ces mégères, qui en savaient tant, portèrent leur dernier coup. Rien de tel. Les mystères d'alcôve excitaient l'imagination et déliaient les langues bien pendues. Les ânements qu'elles arrachaient à son amant trouvèrent récompense dans la grossesse de ma mère. L'argent entrait à la maison, l'ordinaire s'améliorait, au-delà des tickets et de son salaire de gouvernante. Que désirer de plus? Ah ah! Ces vipères à coup sûr ne mettaient rien. Ni les jeux d'alcôve, ni les liasses de billets qui les rémunéraient. 15 années après ma naissance, ces perfides assénaient leurs coups pour mon bien. Je n'étais ni la fille de Gong, le soldat défunt, ni la petite sœur de Ying et Yan. Pas tout à fait. 4. La cruauté touche. Cela lui est propre. Le point qui fait mal. Les voisines assurément visaient juste. Un sujet aussi concret que le renom échappait à la poésie, plus au trouble des sentiments. Les badineries, les promesses, les caresses viendraient plus tard. Il ne serait plus question d'un amant et de sa maîtresse, de réciter des poèmes au bord d'un lit. Mon géniteur évita le déshonneur. Il parvint à échapper aux esclandres. Le général, à force de sécuriser le territoire, d'ordonner des manœuvres, d'inspecter des casernes, se montra malin. Il gravissait ainsi les échelons. Ma naissance lui permit de déployer son habileté d'homme d'appareil, de la traiter en événement ordinaire, ni plus ni moins. Le code des convenances s'appliqua sans recours. Il se distinguait des usages en vigueur, qu'ils fussent lois, décrets et règlements, ou bien simples habitudes venues du fond des âges. En l'occurrence, il dictait de falsifier ma naissance. Qu'on se le dise, Su Shun se sentait étranger à cette affaire. Mieux, il la déplorait. Il maintenait sa version. Gong avait conçu sa fille avant son transfert vers la frontière russe. Rien d'autre à déclarer. Le brave soldat y avait trouvé la mort, excluant son témoignage. Et Hong, qui la croirait? Malade, elle racontait n'importe quoi. Personne à Harbin ne pourrait d'évidence respirer les miasmes de ce délire. L'auteur de mes jours, assénait les bonimenteuses, avait reçu de la nature la prudence du serpent. Certes, il aurait bien épousé la gentille Hong, afin d'étouffer l'affaire, hélas, ricanait-elle. Un gouverneur militaire ne fait pas forcément ce qu'il veut. Ah ah! Une lueur de raison traversait leur esprit. Le gradé se heurtait non aux cohortes d'un champ de manœuvre, mais aux portes gardées d'une citadelle. Sa propre famille nourrissait le dessein de s'allier à une lignée de rangs comparables, respectueuse des rites et de la ligne du parti, bref, une famille comme il faut. Il y a belle lurette qu'un notable se doit d'épouser la fille d'un autre notable, jeune et apte à porter des enfants. Les idiotes qui se délectaient de ces péripéties raisonnaient juste. Le mariage étant l'affaire d'une vie, celle-ci ne saurait se traiter dans la légèreté. Pourquoi, quand des papillons de nuit s'approchent de la lumière électrique, d'autres préfèrent la flamme d'une bougie? Le dicton posait une bonne question, à en croire ses garces. Mon père méritait le clinquant du néon, sans plus. La cause fut vite entendue. Hong brillait telle la flamme d'une bougie.
Cependant, son monde, de petits sous-officiers, de modestes fonctionnaires, d'humbles travailleurs, différait en tout de la caste policée fermée du général Souchoun, une gouvernante de maison d'hôte mariée à un gouverneur militaire. L'outrance dépassait le sérieux. Autant allier à un professeur d'université la fille d'un boucher, ou l'héritier d'un seigneur à la nièce d'un tireur de pousse-pousse. Ha ha! À Souchoun, la suite s'imposa. Faire comme si de rien n'était, se trouver en hâte une épouse. « Tu as l'intention de faire de Hong ta concubine officielle ?» demandaient les aides de camp. « Surtout pas. Quel aveu! Il me faut une épouse, une fille de bonne famille, » rétorqua ce dur à cuire. La nouvelle fit aussitôt le tour de la ville. Mariée à un gouverneur militaire, en voilà une belle affaire. Elle n'arrivait pas tous les jours, ces aubaines-là. Les bonnes familles abondaient en filles mûres, pressées de se caser. L'affaire fut arrangée avec promptitude. Souchoun arrêta son choix sur une certaine Wen. Selon les mijaurées de Harbin, elle donnait le change le temps d'un repas et frappait par sa culture dès lors qu'elle disposait d'un livre ouvert sous les yeux. Ces pestes, cette fois, avaient raison. Qu'elle soit ici ou là, qu'elle se tienne assise ou debout, qu'elle prenne la parole ou reste coite, n'influençait guère sa mièvrerie. Son maquillage apprêté dès le matin laissait croire qu'elle allait se rendre séance tenante à une cérémonie de prise d'armes. Elle n'avait pas son pareil pour échanger des banalités au sujet des pluies à venir, et de l'automne qui fraîchissait. Ses chuintements complétaient l'entretien, ses toux sèches les ponctuaient. Bref, la susdite Wen répondait parfaitement à la charge qui l'attendait. Être là sans parler, parler sans rien dire, glisser comme un courant d'air. Souchoun ne pouvait faire meilleur choix. Quant à la suite des opérations, la fuite fut maquillée en mutation dans une autre région par le truchement de l'avancement militaire. L'honorable général se dissimula derrière un miroir qu'il maniait parfaitement, celui des apparences, et la suite se déroula au mieux, mises à part les crèmes glacées du moderne dont il serait privé. 5. Les sarcasmes rendaient ces obstinés haïssables. Oui, Hong s'était offerte à un homme, cela valait mieux qu'un commerce sordide qui l'eût laissé abusé, battu par un défilé de clients éméchés. Ces garces avaient beau jeu de prêcher la morale tandis qu'elles jouissaient du bonheur de vivre en famille. Elles avaient droit à ce rêve, à cette liberté. Je tremblais de rage. Je les aurais volontiers frappées. Ma naissance me privait de mon honneur. Honteuse, selon le verdict populaire, étrangère à ces contes de fées, je n'éprouvais guère l'envie de me joindre à ces filles de bonne naissance, de lever les yeux vers le ciel, de réciter ces aubades à l'eau de rose, dont les vers sonnaient, telles de mauvaises devinettes ou encore brûlaient la peau à l'acide. Je les laissais à leurs utopies. Ma souffrance ne guérirait pas de sitôt. Je comptais les étoiles de la fenêtre de ma chambre. Je ne parvenais point à les dénombrer, tant le jaune criard de la lune assombrissait la galaxie laiteuse. J'avais depuis longtemps renoncé à écouter un conteur du soir les contes d'un parrain, enfin d'un père, puisqu'il s'agissait de mon père, car à la disparition de maman, il me fallait ajouter celui de papa, mon géniteur. Des indices dignes de foi le disaient envolé absent à l'image du pauvre soldat Gong tué au front. Au printemps, les rives s'animaient. Les arbres se coloraient en vert tendre, les pâquerettes pointillaient les pelouses, et les oiseaux pépiaient de rechef.
Le spectacle de cette renaissance réjouissait petits et grands. Il m'indifférait. Ma récente découverte déclenchait une nausée. Elle s'avérait pire que mon envoi de force à la campagne, la prostration des paysans en haillons, les récoltes éreintantes. Elle me rappelait plutôt les latrines infectes qui anéantissaient mon émerveillement ingénu devant les beautés de la nature. À la campagne, j'avais rencontré des paysans nats. Ils usaient d'une langue tibéto-birmane et arrivaient des contreforts de l'Himalaya. Un dicton l'affirmait. L'homme assurait sa reproduction comme la pluie, l'herbe des prairies. Elle faisait pousser sans plus. Ni l'état de père, ni la pratique du mariage n'existaient. Il survivait sous le régime du nana cessé, ou visite furtive. La nuit, des hommes se glissent dans le lit des femmes des maisons du voisinage et opèrent, comme la pluie. Les uns et les autres excluent jalousie et constance. L'union maritale n'a guère cours chez eux, celle de paternité non plus. Les femmes résident sous le toit des frères et les géniteurs en compagnie des sœurs. Au sein de ces foyers naissent les enfants. Ils traversent la vie ignorant jusqu'au nom de leur père. Les nats ignorent le terme propre à le désigner. Ils négligent d'eux-mêmes beaux-frères, belles-sœurs et beaux-parents. Je traînais mon infamie au bout de nuits sans lune. Mes idées étranges, mes visions morbides, s'enroulaient autour de draps de lit en tire-bouchon, s'étiraient le long de cordes de balançoire. Un trouble, une nausée, une fêlure giclaient de mon âme. Ils se reliaient à une volonté terrible, celle de m'éteindre. Une pulsion me prenait. Fixer des pistolets accrochés au ceinturon des rebelles, arracher une arme à un garde et la retourner contre moi. Ou encore, je me voyais glisser, poings liés, dans la rivière Song-Hua, m'y noyer dans une sorte de jouissance, privé de maman Hong, spolié de l'amour d'un père illégitime et absent. Je me moquais de l'enchantement de la rivière Song-Hua. Plutôt mourir. Une page néanmoins se tournait. Mes rêves d'enfant, à supposer ainsi qualifiable une séquence de cauchemars et d'angoisses, cédaient la place à ce jeu de cubes aux arêtes coupantes qui composent la vie réelle. Les épreuves laissèrent peu de stigmates sur mon visage de jeune fille. Le masque de Ying et Yan, qui connurent peu ou prou les mêmes, changea davantage. Leurs traits se durcissaient au fil des années, leurs fronts se plissaient. Nous grandissions orphelines, et j'avais 2 garantes, tutrices plutôt jalouses qui enviaient ma silhouette, mes cheveux, mon sourire, et qui protégeaient, disait-elle, mon avenir. Elles prenaient en main leur petite sœur, grand 8, de au bord de la Tsine Ouai. Depuis quelques années, sur ma barque à Mo Ling, j'ai le cœur brisé. Mes rêves tournent autour des papillons des rives de la Tsine Ouai. Après 10 jours passés dans un filet de pluie, sous la nappe des vents, l'aspect brumeux du lourd printemps m'a rappelé le déclin d'automne. Au bord de la Tsine Ouai, Wang She
Chen. 1. Si j'avais recouvré l'usage du piano et le goût de l'étude scolaire, je portais une secrète obsession. Vérifier les récits de Hong et les commérages et, en les supposant avérés, perpétuer une quête inlassable, éclaircir les raisons d'une déchirure. Je n'avais rien d'une paysanne du Yongning. Cependant, un visiteur furtif, se glissant dans le lit de ma mère, céda une nuit à l'image de la pluie. Ma naissance me taraudait. Être né impur me condamnait à mourir de honte, cela va de soi. Désemparé, je regagnais mon lit, prenais mes poupées à plein bras, l'auteur de mes jours livrerait peut-être sa version, je saurais un jour où il habitait et à quelle tâche il se consacrait. Je subsistais, attendant de le rencontrer, à supposer qu'il y soit prêt. Un désir émergeait du fond de mon cœur, incomparable à une certaine douceur. Ce désir-là me rongeait. Yang se réfugiait dans son art, et moi au fond de son atelier. Il se confiait à moi seul, il était mon ami. Sans atteindre le même âge, nous nous étions rapprochés. Il me protégeait des dires et des sarcasmes, saisissait mon destin d'enfant d'alcôve. Je tentais de comprendre le tourment d'un artiste porteur des stigmates de l'anathème. Il m'invitait à imiter son indifférence. Les uns, à la hauteur, dès qu'il fallait persifler, le décrivaient solitaire, d'autres le trouvaient méchant. Avec le regard des autres, le comte n'y est jamais. Il se contentait de chercher l'honnêteté, la vérité, ou ce qui en tient lieu, le raffinement, la délicatesse. Honnêteté, vérité, il fallait déchanter. Ceux qui se grisent de vide ne l'attiraient guère. Encore moins les sots, qui suivent telle mode des habits noirs, car la mode est aux habits noirs. 2. Sitôt Ying et Yan sortis, quelqu'un toqua à la porte. L'ami Yang avait grimpé les escaliers 4 à 4. Il arborait un air insolite. Son souffle court, son teint livide et son air affolé trahissaient une excitation exagérée. Il brandissait des 2 mains un journal. J'en parcourus le titre. À première vue, rien n'en ressortait d'extraordinaire. À force de seriner des slogans, d'annoncer des triomphes et de promettre la lune, ces feuilles de chou lassaient leur monde. Le socialisme, remis peu à peu des délires précédents, garantissait au peuple ce que la vie offrait de meilleur. Nos leaders s'y montraient en casquette et vareuse. Ils coupaient des rubans, posaient des premières pierres, truelles en main, bêchaient la terre, plantaient des arbres, inauguraient des usines. Dans les crèches et les dispensaires, ces mêmes dignitaires souriaient aux bébés et témoignaient à leur mère une feinte bienveillance. Des légendes radieuses commentaient ces clichés de scènes de liesse. Dans l'immédiat, les foules n'apercevaient aucun bienfait à l'horizon. Elles se demandaient qui, en dehors des camarades du parti et de ceux qui les rejoignaient au compte-gouttes, en jouissait. Le cher Yang insista. L'importance de sa visite m'échappait. Non, il ne venait pas commenter l'une de ces péripéties qui enflammaient les esprits, de ces nouvelles, auxquelles l'on ajoutait foi, dès lors qu'elles couraient les rues. Il ne venait pas commenter un vulgaire quotidien rempli de photos à l'eau de rose, un tract simpliste dépeignant un ordre
où la morale socialiste vaincrait un jour les accapareurs capitalistes. Il pointa du doigt 2 photos mal tirées. Un souriant personnage y apparaissait en grand uniforme. Il présidait une cérémonie militaire, saluait une rangée de soldats au garde-à-vous, le crâne surmonté d'un képi. Le journal précisait son nom, il détaillait sa carrière. À l'en croire, le gradé avait déménagé de ville en ville, il assumait la charge de gouverneur militaire de Qingdao. J'ignorais toute cette ville, elle se trouvait au bout de la Mandchourie. Je pressai la gazette contre ma poitrine. Mon papa vivait. J'existais davantage. Yang m'observa. Le bouleversement consécutif à son amicale ingérence me gênait. Comment reprendre contact? Tu pourrais lui écrire, on ne sait jamais. Écrire? Un leurre à éviter. Adressée au quartier général, la lettre eût été aussitôt saisie. 3. Après la mort de Hong, mes sœurs se marièrent. Elles comptaient les tranches de leur vie, non pas simultanément, mais l'une après l'autre, avec les doigts d'une main. Ying écrivait une strophe, Yan en rédigeait une autre. Ying se promenait au parc municipal, aussitôt Yan lui emboîtait le pas. Bref, l'une suivait l'autre comme son ombre. Ying se lança la première, elle opta pour un sous-directeur de maison d'édition, sans aller jusqu'à nier l'ardeur de son élan amoureux. Celui-ci se teintait d'une prudence qui tenait du calcul. Le nombre de brochures, opuscules, libelles et livrets officiels émanant de la société d'édition publique de Harbin approchait le nombre des étoiles du ciel. Bref, les affaires de la maison tournaient à plein régime et l'honorable fonctionnaire croulait sous le travail. Tout de même, il s'agissait d'un sous-directeur. Le mari de Ying se levait tôt, 2 ou 3 mouvements de culture physique amorçaient sa journée, puis il sortait. Son travail terminé, il rentrait s'entraîner dans les buvettes, mettait ses chaussons de parquet, glissait vers sa table, ses feuilles, ses encriers. Il choisissait une plume, l'insérait délicatement dans le porte-plume, la trempait dans l'écrier à bonne hauteur. Il levait ensuite le nez vers le plafond, rédigeait une page d'écriture. Seuls les crissements de la plume et un grognement de contentement ponctuant une ligne troublaient le silence. L'homme s'énervait rarement, intervenait après sa femme, approuvait nombre de ses propos, y compris les plus hostiles à mon égard. Tel un intendant aux ordres, il obéissait sans broncher, notait les courses, bref, il était ennuyeux. Ying n'en avait cure. À mettre ses pas dans les empreintes de sa sœur, Yan agit précipitamment. Le sort de la favorisa point autant. Sortis du même lit, mes 2 sœurs étaient nées sous 2 étoiles distinctes. Par quel mystère la chance épargne-t-elle les uns et s'en prend-elle aux autres? Je l'ignore comme tout le monde. L'élu de Yan était un bellâtre, doté d'un organe de stentor, tessitude d'habitude préférée par les femmes à une voix de fausset. Le garçon maniait un verbe élégant, il charmait les promeneurs du matin et les piliers de bar du soir, s'offrait des envolées superbes, déclamait des tirades, imbu de lui-même il séduisait, jouait les rôles en vedette, aguichait les cœurs de théâtrale façon. Mes sœurs emménagèrent dans 2 logements de part et d'autre du palier. Chacune possédait les clés de l'autre. Les ménages vivaient presque sous le même toit. Aussitôt, chacun des 2 foyers apprenait les péripéties advenues chez l'autre. Ying, l'autoritaire, Yan, la délaissée, passait son temps chez son aîné. Elle apprêtait des beignets aux légumes et pressait son linge en devisant. Leurs maris en prenaient pour leur grade, excès d'effacement, abus de violence, selon les cas.
Le ménage de Yann brinque-ballait. L'époque décidément changeante se prêtait à courir les jupons. Les mœurs se libérant, il devenait accessible au moindre bonhomme de mari de s'enticher d'une concubine, d'un deuxième oreiller. L'affaire placée sous l'adage « Celle qui marche dans les pas d'un autre ne laisse jamais de traces » s'encageait d'abord sous le sceau de la confidence. Puis le secret de pacotille s'éventant, le troc cadeau contre sexe exclusif s'étalait au grand jour. Quand son époux s'absentait, un rendez-vous en suivant un autre, Yann savait à quoi s'en tenir. Lorsqu'il regagnait la maison, ce buveur de bière était plutôt éméché. Par bien des côtés, c'était un gentil garçon, mais il piquait des colères incontrôlables. Yann s'y attendait. Même en se tenant à carreau, elle redoutait une paire de claques. Il s'approchait instinctivement d'elle, une façon comme une autre de calmer son ivresse, puis laisser retomber son bras comme si lui coller une gifle ne servirait à rien, en quoi le pauvre homme avait entièrement raison. Frapper une femme n'a jamais fait avancer les choses. Seulement, il avait besoin de calmer ses nerfs. L'union, naturellement, tourna au fiasco. Quant à moi, j'allais et venais entre les deux logements. Cela me permettait d'éviter l'intrusion de Ying. Mieux valait filer doux. Mon aîné possédait une patience inverse de celle de Hong, à l'opposé de son infinie douceur, de sa façon d'encourager sans méchanceté et de montrer l'exemple. La rudesse de mon aîné, ses gronderies sans ménagement, entraient en résonance avec la dureté de l'époque. Les tâches conseillées par Ying excédaient en nombre et en ampleur celles que me confiait Hong. Elles consistaient à remplir en hiver le seau de charbon, faire les courses, éplucher des pommes de terre, laver le sol à grande eau, ôter la poussière. Ying choisissait sans débat possible mes tenues et déterminait l'horaire de mes sorties. Elle définissait la façon de tresser mes nattes selon la mode austère de l'époque. « Laisse-moi te tresser les cheveux, tu vas encore les emmêler. » Elle jugeait du temps passé à me contempler devant un miroir. Elle assumait, malgré son incompétence, le choix de mes partitions de piano, comme il en manquait, arracher son consentement à les acheter prenait des proportions. La maigre pension du combattant Gong nous laisse désargentés, gémissait-elle. Elle mentait, car les maris rapportaient 2 salaires de fonctionnaires à la maison, même si l'un d'eux était rogné par le jeu, les maîtresses et la boisson. Quand j'éclatais en larmes devant son refus de me donner quelques yuans, elle retrouvait un air clément. Cette fois, elle acceptait, soulignant alors ma chance de vivre auprès d'elle, et Yann ne disait rien, de peur de lui déplaire. Le long de la Song Hua, je m'attardais, en compagnie de poètes et de supposés révisionnistes. Nous nous y protégions au moins 2 ou 3 heures des apparatchiks, des hurlements, des mots d'ordre qui parvenaient étouffés aux bosquets, aux esplanades et aux isbas. Je me moquais bien de fuir la rumeur des querelles ou la fureur des débats. Il me fallait échapper aux serres d'un rapace, aux serres de Ying, Grand Neuf. Extrait des complaintes des degrés de jade. Les degrés de jade se sont couverts de rosée blanche. Leur froid pénètre mes bas de soie fine. La nuit s'achève. Je déroule alors mon store de perles de cristal. À travers l'écran diaphane, je contemple la lune d'automne. Complainte des degrés de jade, lit peau. 1.
Jung dirigeait une école élémentaire près de la place Nangang. Le lecteur n'aura bien sûr aucune idée de l'emplacement de la place Nangang. Je cherche seulement à signifier qu'il s'agissait d'une école comme une autre, située près d'une place comme les autres. Et pourtant, les fonctions de Jung lui valaient le titre de directrice Jung. La devise « à méthode nouvelle, titre nouveau » était à la mode. En l'occurrence, elle attendrait. Cette pompeuse marque de respect était monnaie courante à l'époque, que l'on s'appela directrice Jung ou président Mao. De la sorte, l'importance du poste impressionnait tout le quartier. Diriger une école équivalait en prestige à percevoir les impôts, délivrer les permis de construire ou de circuler. Indifférente aux circonstances de ma naissance, publiée par ceux qui la signaient du sceau de l'infamie, elle se montra affable à mon égard. Elle m'interrogea au sujet des pratiques de mon âge, de mes fréquentations, de mes habitudes alimentaires, sans compter d'autres sujets dénués d'intérêt. Elle me fit préciser ma vie sentimentale. Elle le vérifia, je n'avais pas de petite amie. De quoi la rassurer. Je ne la menaçais pas. Je ne menaçais pas son école d'une mauvaise réputation. Ayant étanché son désir de savoir, elle m'embaucha. Moyennant une légère retenue de salaire, elle me proposa, afin d'éviter la traversée quotidienne des arrondissements qui me séparaient de Daoli, de me loger. Avec à propos, j'acceptai sans hésiter de rallier une chambre bruyante et sale, un havre de paix à mes yeux. Le moment venait de tenir mes sœurs à distance, de fuir férules, gronderies et âpretés. Dès les jours suivants, je m'attelai à la tâche. Les enfants chantaient des comptines en suivant le mouvement de mes lèvres. « Ma chère maman, tu rentres du travail, harassée par une longue journée de labeur. Que c'est épuisant, maman. Assieds-toi vite, maman, assieds-toi vite. Bois donc une tasse de thé, laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi prendre soin de toi, ma chère maman. » Je fredonnais aussi Petite Hirondelle, l'hymne des jeunes pionniers, J'aime Tiananmen, ou encore Brave petite sœur des prairies. Les écoliers répétaient à l'envi ces chansonnettes, sans forcément en saisir le sens. L'essentiel tenait au fait qu'ayant chanté, ils se dispersaient en une volée, virevoltant dans la cour de récréation. Son étroitesse échouait à contenir cette multitude. Chacun courait sans but, heurtait tel ou tel camarade de classe. Quand deux gamins se tenaient face à face, ils saluaient en levant la main droite, se penchaient avant de serrer la main. À la fin du bref rituel, ils se disaient « au revoir ». Lorsqu'ils se heurtaient à nouveau, ils devaient renouveler. Lorsqu'ils se heurtaient à nouveau, ils devaient renouveler les gestes de la courtoisie. Ainsi recevait-il mon enseignement. Mon sort, à coup sûr, me mettait en joie. La bonne humeur des enfants qui hurlaient à travers la cour m'enchantait. Il me procurait un sentiment d'utilité, une sensation de pertinence. Leurs cris aigus vibraient, tels de véritables mélodies d'oiseaux. Ils ignoraient bien sûr la chance qu'ils représentaient de me trouver auprès d'eux, de m'offrir le cadeau d'une renaissance, la légèreté de l'enjouement, la grâce d'une insouciance. C'en serait fini des seaux à charbon traînés à travers la cour, des maigres repas, des étoiles comptées dans l'attente d'une mère qui rentrait tard, le temps des souffrances, de l'oisiveté contrainte, de l'impuissance face au sarcasme était révolu. À jamais, croyais-je. Ces enfants, au fond, incarnaient l'avenir, l'espoir, le bonheur. À coup sûr, ils m'entoureraient, danseraient des rondes, me réjouiraient. Ils inaugureraient une autre ère. La terre entière m'aimerait. 2.
Les semaines se suivaient au rythme de ces sensations inédites. Tel un fantôme, prenant la couleur des murailles, le cher Yang rusait, faisait en sorte d'échapper à la vigilance de Ying et au rapportage de Yan. Lorsqu'il se présenta cette fois dans l'embrasure de ma porte, un sourire en arc de lune illuminait son visage. À sa mine réjouie, je compris qu'une idée venait de le traverser. Le directeur de la maison d'hôte du comité municipal révolutionnaire de Qingdao comptait parmi ses relations. Galvaudé. De la confidence la plus rare. Les mauvaises langues insinuaient même qu'on le payait à cette fin. Comme à Harbin, les gens vus de la ville buvaient un verre au bar. Le gérant ne perdait miette de leurs échanges. Un cahier d'écolier recueillait la moindre mièvrerie, laquelle alimentait selon l'usage les comptes rendus destinés au parti. Il m'aiderait, hasardait Yang, à situer le domicile du vieux militaire. Aussi suggéra-t-il une lettre écrite de ma main. Par le truchement du directeur, elle lui serait remise en personne. En personne, écrire à un père disparu tenait de l'utopie. La démarche revenait à hasarder une gageure sans pareille. Autant gravir 10 fois les montagnes jaunes. Le premier obstacle à franchir consistait à rédiger la lettre. Il me fallait l'honorer d'une formule de politesse, propre à l'inciter à lire mes lignes de la première à la dernière. Dénommé Monsieur, un ancien narrateur de contes de fées ne convenait guère. Mon général eût frisé le ridicule, il risquerait d'en rire. Cher parrain n'était plus de mise. Il fallait bien réfléchir. J'écrivis en haut de la page « Mon cher papa ». Les adolescents du monde entier usent de ces mots comme ils respirent ou boivent de l'eau. Je me distinguais des enfants du monde entier. Ces mots-là, je ne les avais jamais articulés, épelés. Et maintenant j'écrivais à ce cher papa. Je désirais de toutes mes forces le revoir, l'embrasser, sentir sa tendresse. La lettre le précisait, je me rendrais en train à Qingdao. Je lui épargnerais le déplacement, les soucis de toutes sortes. Il suffirait de 2 ou 3 beignets à la viande, d'un canapé pour la nuit. Je m'attarderais la durée d'une visite sans le déranger. Un signe de lui serait bienvenu. En ces termes, dans le plus grand secret, je calligraphiai ma lettre. Quelques idéogrammes suffirent à la rédiger. Sa brièveté excluait le moindre reproche. Au contraire, je l'invitais à se manifester, écrire, appeler à défaut, bref, s'enquérir de sa fille, oui, de sa fille. Le passé était le passé, mieux valait aller de l'avant. À quoi bon se répandre en gémissements? Malgré sa fuite, sa lâcheté, son silence, le temps advenait du pardon. Aussitôt la missive fit naître en moi une espérance. Rien ne viendrait l'ébranler. Certes, nul être de chair et d'os n'en avait lu une ligne, n'incarnait mon amour, ne proposait une rencontre. Cependant, à l'aide de ces signes tremblotants, j'avais conquis une terre, gagné en confiance, érigé un rempart. Je n'écouterai plus l'appel des abysses. La lettre fut glissée sous une enveloppe contenant ma photo. Elle me montrerait devenue jeune fille. Le cher Yang proposa de l'expédier à son correspondant. Il le prierait de bien vouloir la remettre en main propre et de le tenir au courant aussitôt. La nuit suivante, je saluai la lune. Meurtri par l'envol de ma mère, mon cœur ignorait ses reflets. Cette fois, il offrait l'allure d'un lac d'argent. À côté, les illuminations des murailles de brocart prenaient des teintes sombres. Et penchées au-dessus de la terre des vivants, ces bonnes fées poseraient à nouveau leurs regards pleins de bienveillance. Cette lettre me rendait si heureuse. Ne pas l'avoir rédigée m'aurait laissé 1000 regrets, et j'en aurais rêvé la nuit, plus encore à haute voix. 3. Directrice Young esquissait une moue d'amertume. Son front s'assombrissait. La bizarrerie de sa mine présageait une confidence dont elle me réservait la primeur.
Elle taisait sa vie d'antan et le premier venu pouvait toujours attendre ses révélations. Sa mère, se confiait-elle, lui avait inculqué une méfiance à l'égard de la gente masculine. Il est d'usage qu'une mère pousse sa fille à la vigilance. À l'évidence, celle-là y mettait des accents de profondeur. Les hommes, à l'en croire, jouissaient d'une piètre renommée. Elle incluait violence, intempérance et au surplus inconstance. Jung en prononçait rarement l'éloge, sauf à encenser tel ou tel héros du parti. Adolescente, elle se retranchait dans sa chambre, lisait les poètes, aidait à la cuisine. Des emplettes lui permettaient de mettre parfois le nez dehors. Elle observait de loin les jeunes gens, n'éprouvait rien de ce qui se nomme émoi. D'ailleurs, les sentinelles qui patrouillaient de jardin en parc en décourageaient les sourires et les baisers. La vieille fille négligeait un ennemi redoutable, le temps qui passe, la durée qui étreint. À son insu, elle grossit les rangs d'une cohorte peu enviable, celle de ces femmes jeunes, quoique trop mûres pour prétendre au mariage. Les braves gens pointaient du doigt son inaptitude à élire une bonne fois un conjoint. On la traitait même de garçon manqué, parce qu'elle tenait seule son logement, allait elle-même acheter son charbon, et se coiffait sans goût. Il suffisait de voir ses cheveux, ils piquaient vers le bas comme des baguettes au-dessus d'un bol de riz. Jung protestait. Garçon manqué, l'étiquetage traduisait le mépris. Plus tard, les gens l'affubleraient du sobriquet discourtois de femme qui reste. La vieille fille se lamentait. Agréable à entendre en vérité. Qu'hommes et femmes ne fussent point égaux était, cela va sans dire, regrettable. Les premiers possédaient des droits et ils en abusaient, les secondes attendaient leur heure. C'était à se demander s'il ne valait pas mieux interrompre ses études, demeurer dans l'ignorance des arts et des sciences, se marier. Mais précisément, ses parents lui avaient répété, avec une assurance sans pareille, qu'ils n'étaient guère pressés de la voir partir. Derrière la directrice se cachait une victime du destin. Certains paysans accablés soupirent à la vue d'une mauvaise récolte, des vols de sauterelles ou de l'assèchement de leurs puits. Son sort, à l'en croire, était bien plus cruel. Au bal des prétendantes, elle était de celles qui attendaient au bord de la piste, et elle regrettait d'avoir connu la solitude, d'avoir cultivé un idéalisme amoureux, et d'être devenue une vieille fille pleine de désarroi. Elle aurait volontiers maudit son éducation, quitté son honorable métier, échappé au poids des regards et privilégié son intimité. Elle n'allait tout de même pas se faire nonne. Se marier, somme toute, importait plus que tout le reste, car si le mariage n'est pas une chose sérieuse, alors il n'y a rien de sérieux en ce bas monde. L'entendre geindre passait. Subir ses foudres, quand j'oubliais de l'appeler directrice Jung, s'admettait à la rigueur. Tout cela n'était rien au regard de la suite. La vie intime, croyais-je, devait obéir aux lois de la nature. Les possibilités de rencontre existaient. Chacun devait saisir sa chance. Directrice Jung aurait pu conjuguer bien-être et harmonie sans une détestable habitude de se terrer dans son coin, de repousser les avances. Celle qui me prenait à témoin de ses craintes et de ses doutes aurait dû l'admettre. Or, son dépit empira sous l'influence de commérages selon lesquels les garçons me courtisaient dans la rue, m'abordaient sous divers prétextes, me demandaient le chemin, allumaient une cigarette, déclenchaient chez elle une jalousie lancinante. « Vos propos dépassent sans doute votre pensée, madame Jung. »« Directrice Jung, » rugissait-elle aussitôt. Elle n'exagérait en rien la rumeur. Avais-je une tête à me munir d'une boîte d'allumettes? Devais-je m'excuser si des jeunes gens m'invitaient à boire un thé dans les guinguettes à la mode qui rouvraient une à une le long de la rivière Song-Hua? 4.
Ying et Yan glanaient les renseignements. Elles montaient et descendaient les escaliers, sillonnaient les rues, profitaient de l'affluence des parcs. Pour aller au fond des choses, elles entraient dans les cafés et les maisons de thé, sondaient les collègues de leurs époux, les époux de leurs voisines, sans oublier les camarades de cellule. Ceux-là, sans conteste, en savaient long à force de se balader où ils voulaient, de s'inviter à leur aise au déjeuner de famille. Bref, ils n'ignoraient rien de ce qui tourmentait les esprits. Et que l'on ne s'y trompe pas, si ce qui affairait la bonne ville de Harbin touchait à la nomination d'un Wang ou d'un Chang à la tête de tel ou tel complexe industriel, les faits quotidiens ne manquaient pas non plus d'échauffer les crânes. Les graines nécessaires à l'examen des réputations et des renommées germaient dans un champ fertile, celui du qu'en dira-t-on, lequel maîtrisait sans erreur possible la liste des cœurs à conquérir. Mes deux tutrices procédaient par petites touches. Dès qu'elles débusquaient un lièvre, elles visaient le cœur de la cible. Qui est ce jeune homme? Que fait-il? L'a-t-on vu ivre? Aurait-il par hasard chapardé? Elles usaient d'expressions banales d'un ton ennuyeux. Leur manie de prêcher le faux pour obtenir le vrai, leur façon de présenter leurs demandes sous une forme anodine, avaient le don d'amadouer l'interlocuteur. Elles prenaient soin de jouer les distraites, de s'attarder sur un vol d'alouette, ou de froncer les sourcils à la vue d'un ongle mal limé. Elles feignaient une futile conversation, prenaient l'allure de ces comploteuses de cour, lesquelles, jadis, faisaient mine d'admirer les reflets ridés d'un lac en échafaudant au clair de lune des projets de complot. La simple peinture du moindre sentiment amoureux ne s'apparentait plus à un crime. On avait le droit d'évoquer ces choses-là. Cela arrivait même depuis peu. Le mot amour sortait du haut-parleur des radios. Au début, les citoyens dressaient leurs oreilles, les plus naïfs allant jusqu'à redouter un coup d'État en Chine. Votre attention, chers auditeurs, putsch amoureux à la tête de l'État. Un coup d'État, plutôt une révolution silencieuse. Ying et Yan ne perdaient pas miette des réponses, évitant le recours à l'un de ces intermédiaires qui officiaient d'un quartier à l'autre de la ville. À force de rapiécer le bouche à oreille, de recouper tel ou tel on-dit, de mêler les fruits de leur collecte, elles touchèrent un but. Un gentil garçon méritait son rang, celui de parti honorable. 5. Dès son jeune âge, Wei s'initia à la musique. Il se contenta de la flûte chinoise, du répertoire patriotique et des mélodies traditionnelles, la Révolution ayant censuré le répertoire occidental. La pratique de la flûte traversière, aussitôt autorisée par les maîtres à penser, Wei retrouva vite ses doigts. Le lancement de l'orchestre symphonique de la capitale du Heilongjiang favorisa son dessein. Une cérémonie, un festival, une inauguration, une commémoration ne ressemblaient à rien sans cet honorable orchestre. Ying et Yan questionnèrent « Combien gagnez-vous » Leur demande avait moins d'aplomb, mais c'était tout comme. Les femmes, jusqu'à preuve du contraire, cherchent dans le mariage le confort matériel. Wei, de 2 ans mon aîné, échappait à l'évidence au parti des oncles mûrs, prisés par la sagesse populaire pour gagner correctement leur vie et prendre soin de leurs épouses. Une raison de plus de redoubler de vigilance. Le musicien tenait son pupitre, il enseignait au conservatoire, rouvert par les édiles, il dispensait des cours privés, elles s'enquirent aussi de sa sobriété,
Le garçon évitait de boire comme un trou de la bière russe et de gaspiller de l'argent. Bref, il n'y avait à se soucier de rien. Soulagement suprême, Wei serait peut-être un jour membre du parti. Oui, le monde tournait à l'envers. Soucieux de sa bonne image, le dit parti recrutait de bons musiciens. Wei avait ses chances grâce à ses relations avec les camarades en place. À la fin, le verdict tomba, favorable. L'honorable Wei était digne de confiance. De plus, sans être beau comme un dieu, il était plutôt séduisant, confiant en son talent, bref, de quoi laisser bouche bée une jeune fille habituée aux jappements sans envergure des séducteurs de quartier. Ying et Yan procédèrent comme ailleurs en Chine, malheur à qui dérogeait au rituel. Elles se concentrèrent sur la présentation symbolique aux familles. Certes, celles-ci se saluaient de loin sur les trottoirs. Si elles évitaient de jouer au mahjong la soirée durant, d'échanger recettes de boulettes et de crêpes, elles s'abstenaient aussi de vivre à couteau tiré, de se quereller à tout bout de champ à propos d'une vitre cassée ou d'une radio qui hurle. Restait organiser la rencontre, et fit de l'imposture. Par un étrange hasard, les deux familles se rendirent au même concert. À la même heure, au même rang, le groupe prit place dans la salle de musique ornée de drapeaux rouges. Attentif, il écouta un programme de mélodies plutôt criardes. Wei tenait son pupitre. Je trouvais gaie les litanies de sa flûte, charmante sa façon d'exécuter les trilles. À grand renfort de solos et de percussions, la salle s'enflamma sous les clameurs. Wei se leva, salua et nous rejoignit. Tandis qu'il reprenait son souffle, la conversation s'engagea. Elle dura jusqu'à la fin de la soirée. Les sujets variés abondaient, les relations communes, la fin des pluies, la venue du printemps, les difficultés à trouver de la viande. Je levai les yeux vers le jeune musicien. Il baissa les siens, incapable de surmonter sa timidité. « Nous nous sommes déjà vus, n'est-ce pas ? Moi, vous savez, je viens de la banlieue. » Je m'attendais à un ton arrogant, il était courtois. Je n'avais presque jamais adressé la parole à un jeune homme de mon âge. Je goûtais sa présence, nous échangeâmes nos prénoms. Un quart d'heure plus tard, nous étions, selon l'usage, engagés l'un envers l'autre. Wei se laissa séduire, ce serait moi. Il m'assurait un avenir heureux, une situation solide. 6. Mes sœurs avaient de la poigne. Mieux valait éviter de transgresser les ordres. Désobéit-on à ces tutrices ? Elles poussèrent aux fiançailles. Les choses seraient mises au point. J'épouserais, comme 1000 jeunes filles, le premier homme qui s'était approché de moi. Une rencontre amoureuse du temps de Hong fut arrivée trop tôt.